Eh bien, bonsoir. Merci de votre patience dans ce moment de presse qui a précédé notre réunion dans ce bel amphithéâtre. Merci aussi d'être venu réfléchir avec des spécialistes des sciences sociales pour penser avec eux la crise des banlieues, titre de la série de soirées et de débats organisés par l'École des hautes études en sciences sociales tout au cours de cette semaine. Et je ne saurais trop vous dire combien ceux qui sont derrière ce bureau en ce moment sont heureux de pouvoir soumettre à notre discussion ce soir, et pas seulement dans les cénacles ordinaires de réflexion savante, des idées, des résultats d'enquête, des hypothèses, et puis peut-être, nous le verrons, quelques convictions à notre discussion commune. Nous sommes donc trois ce soir à nous exprimer successivement devant vous. Denis Merklin, qui est sociologue, à ma droite, qui enseigne à l'université de Paris 7, Denis Diderot, et qui est membre d'un des centres de recherche de l'École des hautes études, le Centre d'études des mouvements sociaux. À ma gauche, Pape Ndiaye, qui lui est historien, qui enseigne à l'école et qui est membre du Centre d'études nord-américaines de notre institution. Quant à moi, Christian Topalov, je suis sociologue et j'appartiens à un centre du CNRS qui s'appelle Culture et Sociétés urbaines, tout en étant enseignant à l'École des hautes études. Nous allons parler dans l'ordre que je viens d'indiquer dans nos présentations. Je ne rappellerai pas les titres qui ont été prévus pour nos exposés. Chacun, en tout cas, vous conduira dans un voyage qui, à deux reprises, ou peut-être même à trois, traversera l'Atlantique. Denis voyagera entre cette France qui nous intéresse tant en ce moment et l'Argentine, où il conduit de nombreux travaux. Pape Ndiaye nous conduira aux États-Unis, tout en réfléchissant en même temps sur la France, et moi-même, nous verrons bien. Je vais donc passer tout de suite la parole à Denis Merklin. Merci, merci beaucoup pour l'invitation aux organisateurs et puis à vous tous. C'est pas tous les jours que les gens attendent dans le froid pour nous écouter, donc j'espère de tout cœur ne pas trop vous décevoir. J'avais donné un intitulé à mon exposé qui était celui d'un texte que j'ai écrit pendant le moment même où les émeutes fin du mois d'octobre et du début du mois de décembre se produisaient, et qui était celui de Paroles des pierres, images de feu, et qui voulait proposer une réflexion sur la politique des émeutiers. J'ai proposé cette lecture que je vais partager avec vous maintenant à partir de l'expérience de la mobilisation qu'on a pu observer en Argentine à partir des années 80 et dont vous avez certainement entendu parler en 2001 lors de la crise profonde qui a touché ce pays et qui a été largement médiatisée. Je ne vais pas décrire profondément, même pas un petit peu, ce qui s'est passé en Argentine, mais je voudrais expliciter lequel est mon point de vue, notamment parce que c'est un point de vue qui va être un tout petit peu généralisateur, qui va être assez tranché et qui ne sera peut-être pas si novateur sur le point des informations que je vais vous fournir, parce que j'ai pas trop de nouveautés à annoncer, mais parce qu'il me paraît que ce regard un petit peu extérieur, parce que je suis devenu aussi chercheur en France, pouvait être utile. Ce qui m'intéresse, ce qui s'est passé en Argentine, c'est qu'on a vu émerger des nouvelles classes populaires. C'est un terme que je vais beaucoup utiliser
ce soir, et consciemment, même si il a des consonances particulières en France, je vais l'utiliser plutôt dans le sens qu'on l'emploie en Amérique latine, c'est-à-dire pour se référer à un ensemble des catégories qu'on ne peut pas confondre avec une classe ouvrière, ce qu'on appelle de manière classique classe ouvrière en sociologie. Eh bien, en Argentine, on a vu émerger dans l'un des pays qui avait le mieux réussi son intégration sociale, on a vu émerger des nouvelles classes populaires, des classes populaires qui décrochaient du salariat, que se territorialisaient, qui créaient des nouveaux répertoires d'action. Et ce qu'on observait, mais qu'on a eu énormément du mal à accepter et à conceptualiser, c'était qu'à côté de cette nouvelle sociabilité, il y avait bien là une nouvelle politicité qui se mettait en place, qui se configurait, qui se préfigurait petit à petit. Et cette politicité a été très tardivement reconnue par les intellectuels argentins. On a mis à peu près 20 ans à voir du politique dans des occupations illégales des terres, dans les saccages des commerces, des révoltes dans les villes des provinces, des barrages de routes, des nouveaux rapports à l'État, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que la démocratie naissante en Argentine empêchait de qualifier tous ces actes qui étaient en général, où l'un des dénominateurs communs, c'était qu'ils étaient hors la loi, comme étant des actes à caractère politique. Eh bien, on a vu effectivement que, après, qu'il y avait là un nouveau caractère politique des classes populaires qui était parfaitement intégré dans la démocratie, mais qui avait ses moyens d'expression et que c'était à travers eux qu'ils se dotaient qu'ils essayaient de se doter de nouvelles identités. L'hypothèse que je vais vous proposer, qui sera donc une hypothèse un peu forte, c'est que la mobilisation qu'on a vue ici au mois de novembre réunit des actes politiques, ni pré-politiques, ni proto-politiques, et encore moins apolitiques. C'est-à-dire que je vais dire quelque chose qui peut un peu heurter beaucoup parmi vous, c'est que parfois brûler une voiture ou des voitures relève du politique, tout comme qualifier quelqu'un, celui qui les incendie, de délinquant, constitue un acte de disqualification politique, c'est-à-dire un acte politique de disqualification qui essaie de sortir l'adversaire du champ du légitime. Pour ce faire, évidemment, il faut dire en quoi ces actes sont de nature politique, et je vais beaucoup m'inspirer d'un texte d'un politiste américain, pas comme moi, mais du Nord, qui s'appelle Alan Sevorsky, qui a écrit un livre qui s'appelle Paper Stones, sur l'histoire du socialisme, et qui utilise cette métaphore des pierres des papiers qu'il reprend des socialistes du XIXe siècle, que les socialistes utilisaient pour tenter de dire que le vote pouvait frapper plus fort qu'une pierre lancée dans la rue, mais dans l'analyse ce socialisme du XIXe siècle, on voit bien qu'il y a un rapport entre deux types d'actes politiques, celui qui s'accomplit dans la rue et celui qui s'accomplit dans l'isoloir. Je pense donc qu'il y a des messages des pierres qui sont contenus dans les pierres lancées par les jeunes en direction de la police ou dans les feux allumés pour alimenter les images et la médiatisation du conflit. Dire qu'il y a
une nouvelle sociabilité qui est à côté d'une nouvelle politicité signifie une autre hypothèse assez tranchée, qui va peut-être dans l'air du temps maintenant, qui est de dire qu'il n'y a pas dans ces actes ou dans cette mobilisation un mouvement de défense identitaire ou de repli communautaire. Les messages, ces messages de Pierre, s'adressent en premier lieu au système politique, mais pas seulement. Ils font aussi partie d'un échange conflictuel au sein même de l'univers populaire. Ils sont pleins de paroles ambiguës. On a pu entendre, et relayé par la presse par exemple, liberté, égalité, fraternité, pas dans les cités. Ce sont des paroles de ce genre qui se répètent, qui se répandent dans les chansons de rap, par exemple, qu'on entend 100 fois. C'est une devise sur la devise, mais ces paroles ne se lisent pas à sens unique. Il y a au moins une ambiguïté. Il y a un sens primordial, le plus direct, qui s'adresse à l'espace public national pour dénoncer l'accès inégal à la citoyenneté, le fait que la République s'arrête aux limites du quartier. L'autre message, porté par ces paroles, est adressé à l'intérieur des quartiers, au sein du monde populaire. Telle qu'elle est, telle qu'elle s'adresse à nous, nous ne voulons pas de la République dans nos quartiers. Ce message, que nous devons lire avec finesse, justement pour ne pas alimenter l'interprétation du repli communautaire, trouve une partie importante de son sens par la manière justement dont elle agit à l'intérieur des quartiers. Elle répond au besoin de bâtir une force sociale, de trouver un espace commun où problématiser le quotidien, de construire une vision des conflits sociaux, de contribuer à la formation des leaderships au sein des quartiers. Comment gérer les conflits internes au quartier? Comment articuler les tendances qui y cohabitent? Quel type d'action se trouve légitimé et lequel se trouve délégitimé? L'affirmation de certains groupes au détriment d'autres. Toutes les études montrent le champ du monde populaire comme étant profondément fragmenté et divisé. Il y a des fractures d'ordre national, racial, ethnique. Il y a des fractures générationnelles, sociales, entre stables et précaires, par exemple. Et il y a une fracture attitudinale, très importante à mon avis, parce qu'elle s'est fortement exprimée lors des événements et parce qu'elle agit par combinaison de toutes les fractures que j'ai nommées précédemment. Il y a, dans cette fracture s'expriment deux points de vue, celui de ceux qui ont des liens plus ou moins stables avec l'emploi et les institutions, qui gardent un certain espoir de s'en sortir. C'est ceux qui travaillent au sein du monde associatif, des mairies, des églises. Et puis, il y a ceux qui se sentent enfermés dans une situation sans issue et dont la rue est le terrain privilégié d'action. La balle, après novembre, est restée dans les camps des institutionnalisés. On pourrait nommer beaucoup d'autres conflits et de clivages qui sont très importants, comme celui qui, à mon avis, est fondamental, des générations. Si ces pierres ont été lancées, tout le monde l'a dit, c'est parce que, entre autres, les pierres de papier ne frappent point. Comment est-il possible que, résultat électoral après résultat électoral, les mouvements électoraux n'aient pas servi à prévenir la crise, à l'anticiper? Là, aussi bien le cas argentin que le cas français obligent à mettre l'accent sur le rapport entre démocratie et pauvreté. Comment les citoyens peuvent-ils s'accommoder du pauvre? Et c'est une question à laquelle nous allons devoir nous habituer. Comment
la démocratie peut être si peu utile aux citoyens pour se défendre de la pauvreté, il y a de toute évidence une fermeture du système politique. Il y a une incommunication et une paralysie qui le séparent de l'univers des classes populaires. Cette surdité et cette imperméabilité du système institutionnel commence, à mon avis, par le profil sociologique des partis politiques et à suivre par celui des institutions. Quand ils recrutent leur personnel, les partis ont deux objectifs: gagner des élections et gouverner l'État. Mais en poursuivant ces deux objectifs, il y a une fracture politique qui se structure de manière classique sur le fond du fossé séparant les classes moyennes et les classes populaires. Indubitablement, cette fracture est approfondie et aggravée par le clivage ethnique et national. Parmi les hommes politiques que nous sommes habitués à regarder à la télévision, lesquels, franchement, ou lequel est-il à même de pouvoir dialoguer franchement avec les nouvelles classes populaires? Manifestement, aucun ne semble bien disposé à entendre et encore moins à parler la langue des barbares. Je pense que les partis politiques ont délaissé un de leurs rôles fondamentaux en laissant quasiment la totalité de leur rôle de catalyseur de force sociale. Ils déchargent sur l'État toute la responsabilité de s'occuper des classes populaires. En ce faisant, ils contribuent à la dépolitisation des foules. Le divorce entre les partis politiques et les classes populaires fournit une raison politique du divorce social entre les classes moyennes et les classes populaires. À entendre le discours social des partis, on comprend que dans ce social, il n'y a rien de populaire. Le social n'est plus populaire. Je crois parce que le peuple qui est dans la rue ne vote pas. Ici, on peut dire que les pierres s'opposent au papier. Les émeutiers ne se sont pas limités, à mon avis, à donner un sens à leur propre action. Ils ont aussi signifié l'action des autres. La première chose qu'ils sont indiqués, qu'ils sont tentés de définir, ce sont leurs opposants. On pourrait très facilement dire le ministre de l'Intérieur, parce que ses paroles ont été qualifiées d'insultes, mais aussi une foule d'actes quotidiens qui restent sans parole ou qui n'accèdent pas à l'espace public. Ces actes se passent la plupart du temps au sein même du domaine institutionnel. C'est paradoxalement par la pierre et par le feu que ces actes ont pris du sens sur l'espace public ou que, tout du moins, ont commencé à disputer un sens. Pour finir, je crois qu'on peut évoquer ici une vieille thèse d'un historien anglais, E.P. Thompson, qui parlait de l'économie morale des foules. Je crois que les émeutes ont mis, ou au moins ils ont tenté de le faire, des limites morales à ce qui est acceptable, ce qui est moralement acceptable. On pourrait dire, en détournant les mots de la langue courante, qu'ils ont exprimé une limite à ce qui est politiquement correct.
Cette économie morale montre encore une autre chose. Ce ne sont pas, au moins cette fois-ci, les jeunes qui ont été dans le repli communautaire. Ce sont les classes moyennes, les établis, les institutions, les Français, entre guillemets, qui font de la discrimination nationale et éthique une forme de traitement politique de la question sociale. Violence symbolique qui pousse à la révolte, et c'est peut-être pour ça que ce sont majoritairement des non-blancs qui se sont mobilisés. Enfin, je voudrais dire, cette expérience à la fois sociale et politique des classes populaires est sédimentée depuis 30 ans. Et s'il est légitime que nous, sociologues, pour tenter de comprendre, fassions référence à la classe ouvrière, ce n'est pas le cas des jeunes des différentes générations qui ont fait ces expériences. Par le feu et par la pierre, les jeunes classes populaires ont réussi à faire parler d'elles. Elles sont là, on peut leur donner la bienvenue, y compris sur la scène internationale. Jeunes, parmi les jeunes, ces hommes qui ont brûlé, caillassé et cassé, mais qui ont aussi discuté, parlé à la télé, qui ont raconté, qui se sont donnés à voir en ce qu'ils sont, des êtres politiques. Par leurs actes et leurs paroles, ils ont signifié leur existence sociale, l'action du gouvernement et de l'État, les discriminations. Liberté, égalité, fraternité, pas dans les cités. Quel mépris que de ne pas considérer ce dialogue direct avec les devises de notre citoyenneté comme relevant du politique. C'est précisément là que ces jeunes ont inscrit leur action. Je voudrais inviter ceux d'entre vous qui sont inconfortablement assis au fond à venir occuper les sièges libres dans les premiers rangs. Ils peuvent le faire maintenant pendant ce moment où un ange passe. Je voudrais remercier en votre nom Denis Merklin pour cet exposé si limpide, lumineux, émouvant. En tout cas, c'est ainsi que je l'ai ressenti. Nous allons bien sûr laisser dans notre soirée une très large place à la discussion. Pas tout de suite, si vous le voulez bien. Je passe maintenant la parole à Pam Diaye. Merci Christian, bonsoir. Ça marche ? Donc, je voudrais établir une comparaison entre les émeutes françaises récentes et les émeutes américaines, surtout des années 64-68, dans les quartiers noirs d'une centaine de villes des États-Unis. Il ne s'agit pas pour moi de comparer leurs histoires propres, le déroulement des événements, la dynamique des émeutes, mais de réfléchir aux réactions que ces émeutes ont suscitées, réactions des politiques, des observateurs et des sociologues américains qui, jusqu'alors, curieusement, ne s'étaient pas penchés avec les raffinements qui conviennent sur le phénomène de l'émeute raciale, à l'exception du sociologue de l'Université de Chicago, Charles Johnson, qui publie un ouvrage en 1922 sur les émeutes raciales de Chicago en 1919. Et pourtant, aux États-Unis, le XXe siècle a été scandé par de violentes émeutes raciales, comme à New York en 1900, à Atlanta en 1905, à Saint-Louis en 1917, à Chicago donc en 1919, à New York et Détroit en 1943, et donc dans les années 60. Sans doute, la question des émeutes raciales est-elle passée un peu au travers des sociologues américains jusqu'aux années 60 parce qu'elles étaient finalement vues de manière assez critique dans la mesure où ces mouvements étaient jugés comme désordonnés et destructeurs et qu'ils étaient jugés comme freinant l'émancipation raisonnable et organisée des Afro-Américains que les sociologues, par ailleurs, appelaient de leur vœu. Cette mobilisation des sociologues, donc, à la fin des années 60, s'opéra après les émeutes les plus violentes du siècle. 200 personnes furent tuées aux États-Unis
entre 64 et 68, dont la moitié en juillet 1967, émeutes au cours desquelles 7000 personnes furent blessées et des quartiers entiers ravagés. Cette mobilisation s'opéra à l'instigation des autorités universitaires, comme à l'université de Columbia en 1968, université inquiète de la proximité de son campus avec Harlem et qui organisa donc un colloque pour réfléchir aux émeutes, un peu comme cette semaine à l'école, sauf que nous ne sommes pas dans ce rapport de proximité, bien sûr, géographique. Les sociologues saisissent donc de l'occasion pour présenter des interprétations nouvelles des émeutes en rupture avec le discours des autorités publiques et qui ont créé ce qu'on pourrait appeler une sociologie des émeutes américaines fondée sur des enquêtes statistiques et qualitatives. Le schéma habituel de l'émeute aux États-Unis était à peu près le suivant: une confrontation entre la police et de jeunes noirs, un rassemblement, des altercations avec la police, des renforts policiers, des jets de bouteilles ou de pierres et une montée en violence rapide avec tirs à balles réelles. Ce fut le cas en juillet 64 à Harlem, en août 65 à Watts, à Los Angeles, puis à Chicago, à Springfield, puis donc pendant l'été 67, d'abord à Newark, près de New York, le 12 juillet. Après une semaine de violence, on compta 23 personnes mortes et des destructions importantes. Et puis la grande émeute de Detroit en juillet 1967, qui commença à l'aube du 23 juillet, après une descente de police dans un bar. 43 personnes furent tuées lors des 6 jours d'émeute, marqués par le déploiement de 17 000 personnes des forces de l'ordre. Les émeutes se répandirent ensuite dans tous les quartiers noirs du pays. On en dénombra 103 pendant cet été 67, dans des grandes villes comme Cleveland ou Philadelphie, ou des petites comme Fresno en Californie ou South Bend dans l'Indiana. Alors on voit tout de suite une différence avec la France, bien sûr, et vous pourrez le noter immédiatement, c'est le niveau de violence, avec l'escalade par arme à feu très tôt dans l'émeute. Mais je pense que ce niveau de violence ne doit pas nous empêcher de réfléchir à des similitudes possibles dans les motivations et puis aussi dans la réaction des autorités. Justement, commençons, si vous voulez bien, par la réaction des autorités officielles, finalement, qui donne à penser, si l'on veut bien établir au moins implicitement une comparaison avec la réaction des autorités officielles en France. Les autorités publiques américaines réagirent en effet par la création de commissions officielles pour expliquer ces émeutes et faire des recommandations. Alors, ces commissions, à certains égards, illustrent le désarroi du pouvoir démocrate alors, qui avait consenti des réformes majeures, le droit de vote pour tous en 65, des grandes lois sociales de 64 et 65, dans un contexte de croissance économique et de prospérité. On est en plein dans les années 60, dans la croissance fordiste dont parlait Robert Boyer hier. En 65, la première commission d'enquête officielle, qui s'appelait la commission McCone, présenta les émeutiers comme des éléments criminels vivant dans les marges du ghetto. Je traduis, donc une sorte de lumpenprolétariat, si vous voulez, les émeutes n'étant que l'expression anomique des frustrations de leur vie aliénée. La commission lança l'expression qui a fait florès alors du rioting for fun and profit, de l'émeute pour le fun et le profit, pour s'amuser et piller, expression qui finalement constitue toujours un des piliers des discours fustigeant les émeutiers. La commission préconisa logiquement une solution sécuritaire. Il faut plus de police et une justice plus dure pour contrôler une minorité asociale et, si besoin, la séparer physiquement du reste du quartier. C'est d'ailleurs globalement la position du ministre de l'Intérieur français. Selon lui, la plupart des personnes arrêtées étaient connues des services de police ou de justice, ce qui a d'ailleurs été démenti FISA par le procureur de Seine-Saint-Denis. Quant à l'analyse de la pauvreté, la commission mettait l'accent sur les dysfonctionnements familiaux, un thème classique des années 60, les familles monoparentales, l'absence d'autorité paternelle, les grossesses adolescentes. Dans la même veine, l'historien Theodore White, un historien très connu, qui écrivait à propos des émeutes de Harlem en 1964, releva 2 Amériques noires, l'une civilisée, l'autre non civilisée, monoparentale, avec, dit-il, anarchie biologique. De foyers désunis et sans amour naissent des délinquants et ensuite des criminels, écrit White. Et il continue en parlant des enfants émeutiers.
comme des junior savages, que l'on peut traduire par sauvages juniors, ou si vous voulez bien, par sauvageons, menaçant la société. Et il conclut sa publication en disant « Ce sont eux, les sauvageons, qui ont fait les émeutes de 64 sans plan et sans but ». Ce thème de la famille anormale, dysfonctionnelle, me semble-t-il, est réapparu récemment avec la fameuse polygamie des familles africaines, agitée par quelques députés et même un ministre et une académicienne, variation culturaliste sur le thème du dysfonctionnement familial. En 1968, une deuxième commission, la commission Kerner, releva les méfaits du mélange explosif de pauvreté, de taudis, d'éducation limitée et de brutalité policière. Mais cette commission Kerner affirma que l'émeute était un phénomène complexe, irrégulier et imprévisible. D'où cet aveu finalement à la fois de stigmatisation et d'incompréhension qui a suscité la réaction du monde universitaire américain qui répondirent aux commissions officielles par leurs propres travaux présentés lors des colloques dont j'ai parlé précédemment. Des enquêtes empiriques furent lancées présentant un certain nombre d'hypothèses qui, globalement, invalidaient le discours de la marginalité sociale. La première hypothèse sociologique était celle dite du dénuement absolu, absolute deprivation. Selon les sociologues partisans de cette hypothèse, les émeutes provenaient directement de l'expérience de conditions de pauvreté absolue. Cette hypothèse n'était pas sans fondement dans le cas de la ville de Newark, qui était la grande ville dont le taux de chômage, dont le nombre de taudis était le plus élevé, avec de surcroît une municipalité qui cultivait une clientèle de petits propriétaires blancs très hostiles au ghetto noir. Mais cette hypothèse se heurta très vite au cas de Detroit et de très nombreuses autres villes américaines. À Detroit, par exemple, la situation sociale n'était pas catastrophique pour la population noire. Le taux de chômage était plutôt bas, le taux de propriété de logement plus élevé qu'ailleurs, dans une ville dont la municipalité était de surcroît à l'écoute des demandes des habitants des quartiers pauvres. Le maire récemment élu de Detroit, Kavanaugh, était bien introduit à Washington et avait su diriger vers sa ville la manne financière fédérale qui avait permis la rénovation des quartiers et le lancement de programmes sociaux. Il n'y avait donc pas, expliquent les sociologues Ford et Moore en 69-70, il n'y a pas de corrélation simple entre l'émeute et un niveau absolu de dénuement. Ce n'est pas le dénuement absolu qui est décisif, mais, disent-ils, un dénuement relatif, relative deprivation, caractérisé par un décalage entre le niveau d'attente des individus et la situation sociale du moment. Ce ne sont donc pas les habitants les plus pauvres, des quartiers les plus pauvres qui se révoltent, mais ceux qui voient le fossé le plus grand entre leur situation actuelle et leurs espérances pour le futur grandir. En quelque sorte, on peut dire que l'émeute n'est pas le fruit d'une marge délinquante, mais un acte politique d'individus qui ne trouvent pas dans les modes de participation politique habituels des réponses à leurs demandes. En dépit des progrès sociaux et politiques des années 60, les Noirs américains étaient toujours objet de formes de discrimination particulièrement évidentes dans les grandes villes du Nord. On peut avancer d'ailleurs que les législations politiques et sociales des années 60 ont haussé le niveau d'espérance et les attentes des personnes et que les émeutes traduisaient alors une frustration et un ressentiment à l'égard d'une société blanche qui bloquait les aspirations. Les frustrations sont nées de la disparité entre le progrès et la fin de la ségrégation, claironnée par l'administration fédérale, et la réalité du fait discriminatoire aux États-Unis. Dans ces conditions, un incident local, le plus souvent, comme en France, une confrontation avec la police, cristallisait le sens du dénuement subjectif en des actes de violence concrète. Voilà l'interprétation telle qu'elle se stabilise, si vous voulez, au tournant des années 60-70. Le problème posé par cette hypothèse, qui est globalement validée d'un point de vue statistique, est qu'elle ne permet pas de distinguer entre les individus au sein du quartier émeutier. D'où une série de travaux menés par d'autres sociologues dans les années 70, en particulier Miller et Hannigan, qui portaient sur les personnes plutôt que sur l'appréciation générale de critères macroéconomiques et macrosociaux sur les quartiers et les villes. Et Miller a construit une typologie des émeutiers que je vous présente.
ou une typologie plus exactement des personnes situées dans les quartiers où ont lieu les émeutes. 4 catégories de comportements politiques sont distinguées. La première catégorie, c'est celle dite des apathiques, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas actives politiquement, qui ne participent pas aux émeutes, mais qui ne participent pas non plus à d'autres formes de protestation dites conventionnelles, que ce soit l'exercice du droit de vote, la participation à des manifestations, l'adhésion à des associations, l'organisation de boycotts ou de toute autre forme de protestation. La seconde catégorie, c'est celle dite des protestataires non violents, c'est-à-dire des personnes qui usent d'une gamme de moyens politiques conventionnels, vote, pétition, manifestation, association locale, etc. C'est plutôt de ce côté que l'on trouve les personnes qui, lorsque l'émeute débute ou après l'émeute, s'efforcent de canaliser les frustrations vers des modes conventionnels de revendication politique. La troisième catégorie, c'est celle des protestataires violents, qui sont des personnes usant de moyens conventionnels généralement, donc des personnes qui votent, qui manifestent, qui participent à des associations, mais qui ont recours temporairement à des moyens non conventionnels de protestation. Et par là, je veux dire des moyens de protestation violents, comme la participation à l'émeute. La quatrième catégorie, c'est celle des émeutiers, des rioters, qui ne sont pas engagés dans des moyens conventionnels de protestation, qu'on n'a jamais vus nulle part avant, ni dans les bureaux de vote, ni dans les associations, qu'on ne connaît pas, mais qui apparaissent brutalement, peut-on dire, comme acteurs à l'occasion de l'émeute. Alors, à partir de ces catégories, un travail statistique a été fait, il y a aussi un travail d'enquête qualitative fondé sur des interviews, et les conclusions générales sont les suivantes. Les données statistiques indiquent que, globalement, plus le niveau d'éducation est élevé, plus le militantisme conventionnel et non conventionnel est élevé. De même, en ce qui concerne le niveau de revenu, même si les données sont moins nettes, on peut dire à minima que le revenu ne joue pas comme une variable très significative dans le type d'engagement dans des formes d'action. L'hypothèse qui associe donc la marginalité sociale et la participation à l'émeute est invalide, si vous voulez, d'un point de vue statistique à l'échelle des individus. Alors on peut sans doute établir des comparaisons avec la France. Je pense en particulier avec la belle étude de Stéphane Beau et Michel Pialou, Violence urbaine, violence sociale, autour d'une émeute à Montbéliard en 2000, qui récuse l'idée sécuritaire d'un noyau de violents qui organiserait l'émeute, pour présenter au contraire des jeunes issus de l'immigration qui se heurtent de plein fouet à un marché du travail globalement rationné, particulièrement pour eux. Ce résultat statistique renforce l'hypothèse selon laquelle c'est la perception de la discrimination dans l'accès au travail ou dans le monde du travail qui est le déterminant critique dans la participation à une action conventionnelle ou à une action non conventionnelle. Ce qui distingue alors le participant à l'action conventionnelle de type vote, association, etc., de l'action non conventionnelle de type de l'action émeutière, c'est d'abord un critère d'âge, puisque les émeutiers sont globalement dans le groupe d'âge des 16-29 ans, hein, c'est toujours pour les émeutes de 67-68, et un critère de sexe, ce sont très majoritairement des hommes. Alors le groupe qui a suscité les discussions les plus intéressantes, c'est le groupe 3, c'est-à-dire le groupe de ceux qui ont un éventail, un portefeuille d'actions protestataires, parmi lesquels ils peuvent choisir à un moment donné l'action émeutière. Ce sont, d'après le travail statistique de Miller, des hommes jeunes de statut social relativement élevé à l'échelle du quartier. Pour eux, la participation à l'émeute est un acte politique dans la mesure où les moyens conventionnels sont jugés inefficaces ou temporairement inefficaces,
ce qui ne les empêche pas de participer aussi à des actions non violentes, manifestations, exercice du droit de vote, etc. Dans ce cas-là, il s'agit bien de la perception aiguë des discriminations qui motive la participation à une action non conventionnelle. La discrimination raciale, puisque c'est de cela dont il s'agit, peut alors être comprise comme, pour reprendre une expression du sociologue Howard Baker, a color tax, un impôt sur la couleur de peau qui pèse sur les transactions sociales entre noirs et blancs. La participation à l'émeute ou à une autre forme de protestation est alors un choix rationnel pour quelqu'un qui entend réduire le poids de l'impôt sur la couleur de peau ou sur un critère quelconque, d'ailleurs, dans son univers transactionnel. D'où le recours à un éventail d'actions, pragmatiquement choisies, en quelque sorte. Et donc je suis bien d'accord avec ce que disait Denis Merklin tout à l'heure, il s'agit bien d'actions politiques quand il s'agit de participation aux émeutes. Un argument supplémentaire, c'est qu'aux États-Unis, plus on monte dans l'échelle sociale, plus les écarts de revenus entre noirs et blancs sont importants. Plus on monte, par conséquent, plus l'impôt sur la couleur de peau se fait sentir, et donc plus on monte dans l'échelle sociale, plus la motivation à protester contre les discriminations est forte. Mais ce phénomène-là est compensé par un autre phénomène, c'est que la participation à l'émeute est risquée en termes d'arrestation, de condamnation, de perte de son travail. Elle est d'autant plus risquée que la position sociale est élevée, ce qui limite donc la participation des élites des quartiers pauvres aux formes de protestation violentes et explique qu'on les trouve massivement représentées dans les formes de protestation conventionnelles. En revanche, dans le groupe 4, celui des émeutiers sans passé militant, on trouve des jeunes de niveau socio-économique bas, sans expérience militante préalable, ce sont les rioters, mais dont Miller considère qu'ils sont enragés par l'expérience directe du fait discriminatoire, par exemple l'expérience de violence policière, et pour lesquels l'émeute constitue une forme première de protestation politique. Forme première de protestation politique qui peut ensuite amener à des formes de protestation non conventionnelle. L'émeute peut être un début dans une forme d'association ou dans une forme de protestation du non conventionnel vers le conventionnel, si vous voulez, ce qui n'est pas toujours le cas. L'avantage principal, et je conclus parce que mon temps est presque écoulé, l'avantage principal de ces modèles de comportement rationnel, c'est qu'ils critiquent au fond les discours de type sécuritaire fondés sur la description stigmatisante et pathologique de sauvageons motivés par des comportements délinquants. Ces modèles écartent les explications trop simples qui corrèlent pauvreté et émeute pour favoriser plutôt l'hypothèse d'actes politiques, certes coûteux à l'échelle du quartier, en termes de destruction de biens individuels et collectifs, et politiquement risqués. Rien n'indique en effet que la réaction des autorités politiques aille dans le sens d'un renforcement des politiques antidiscriminatoires, par exemple, ou d'un allègement de l'impôt sur la couleur de peau, pour reprendre l'expression de Becker, et d'un renforcement des dépenses sociales. Elle peut aller, au contraire, dans le sens d'un renforcement des dispositifs policiers et pénaux, et c'est globalement ce qui s'est passé aux États-Unis à partir des années 70. Il me semble donc qu'en ce qui concerne les États-Unis et la France, un double effort peut-être, ou une double réflexion peut être lancée, d'une part sur le fait de diriger les énergies protestataires, peut-on dire, vers des formes sans doute plus conventionnelles de participation politique, ce qui suppose de ne pas stigmatiser ceux qui ont eu recours à ces formes non conventionnelles de participation politique, car ceux-là sont ceux qui, justement, subissent les discriminations de plein fouet, et en général, ce sont les minorités ethno-raciales, que ce soit aux États-Unis et en France, et d'autre part, à l'échelle collective du politique, s'engager dans des formes de politique de justice sociale antidiscriminatoire et redistributrice, ce qui pose le problème aussi de la participation des minorités ethno-raciales à la vie politique de notre pays. Voilà.
Merci beaucoup, Pape, pour ce voyage très rigoureux dans un univers qui nous est habituellement décrit dans un tout autre langage. L'Amérique à usage de la France n'est pas tout à fait l'Amérique qu'on vient d'entendre décrite. Là encore...